Bonsoir à tous. Alors juste un petit point avant de commencer, n'oubliez pas de rallumer vos GSM à la fin. Merci d'être venus si nombreux. Et un triple merci à Philippe, qui est venu d'une traite en voiture suite à un gros souci d'avion. Donc Philippe est physicien, un docteur en physique de rayonnement, spécialiste, je pense, de la physique du chaos. Tu as travaillé sur l'intelligence artificielle aussi. Donc, pourquoi ces précisions? Ça nous permet de voir que Philippe est un chercheur en recherche fondamentale, je pourrais dire. Parce que ce qu'il va nous exposer aujourd'hui pourrait paraître fantasmagorique. Voilà. Donc le sujet ce soir, le secret. Tout le monde connaît certainement le secret. Cet argument marketing qui a permis de vendre des millions de livres, des millions de DVD. Et le secret, donc, dit le secret, que nos pensées créent l'univers, que nous attirons à nous ce que nous sommes, ce que nous dégageons. Alors, est-ce vrai? Ce que nous avons pu voir à travers les livres qui ont été divulgués au grand public, c'est une interprétation matérialiste et égoïste de ce sujet. Mais heureusement, de l'autre côté de la balance, il y a des gens qui, par leurs études, dont Philippe fait partie, qui sont quelques scientifiques maintenant à être le fer de lance de cette nouvelle physique. Ce sont des gens qui partent d'observation, quantifient, mesurent, ils observent et ils en arrivent à peut-être redécouvrir ce que les anciens disaient, leur description de l'univers. Je pense que c'est une bonne entrée en matière. Voilà. Je lui laisse donc la parole. Je te remercie, Pierre. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Je m'excuse de ne pas faire cette conférence debout parce que j'ai 1000 km dans les pattes. Donc, oui, bon, Pierre vous a parlé de la loi d'attraction, du secret, etc. Mais là, on va voler très haut. Hein. On va, par rapport à mes conférences habituelles, où il y a au moins moitié, si ce n'est 3/4 de physique, là, je vais conserver un tiers, la moitié de physique. Parce que la loi d'attraction, c'est quelque chose, si on cherche une compréhension authentique de ce phénomène, il faut aller fouiller très profond. Alors, n'ayez pas peur quand je vous parle de physique, parce que de toute façon, la physique, c'est passionnant. Et même si vous ne comprenez pas tout, vous allez sentir. Donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, je vais vous parler beaucoup de physique, mais on va ensuite entrer dans la métaphysique. On va parler de la conscience, de l'âme et de l'esprit, et de la possibilité de faire des modélisations physiques à ce niveau-là. Et c'est lorsque vous aurez donc vu tout ce panorama de ce que peut dire la physique sur ces questions transcendantales que je vais conclure sur les problèmes relatifs à la loi d'attraction. Donc là, j'ai fait un gros effort par rapport à ma conférence habituelle, c'est qu'il y aura peut-être un tiers de psychologie. Pourtant, je ne suis pas psychologue, hein, mais il faut toujours s'essayer. Donc, concernant la loi de l'attraction, je vais vous parler des lois de l'attraction, je vais vous parler des lois de la répulsion, je vais vous parler aussi, je vais essayer de revaloriser les notions d'effort, de doute et de pensée négative. Bon, c'est un petit peu normal parce que je vais prendre le contre-pied d'une loi qui a un peu trop été galvaudée. Il y a bien entendu du vrai dans la loi de l'attraction. Donc je vous parlerai de tout ça dans le dernier tiers de mon exposé. Dans le second tiers de cet exposé, je vais vous
montrer, dévoiler un modèle physique ou métaphysique de la conscience, physique de votre point de vue, métaphysique du point de vue des physiciens purs et durs, où vous verrez qu'on sera amené à concevoir en physique, un jour ou l'autre, et ça commence déjà, l'univers comme un gigantesque cerveau. Raison pour laquelle je parlerai de la notion de télécommande de l'espace-temps. Bon, parce qu'il faut faire appel à des notions ça permet de mieux comprendre certaines choses. Et donc, dans le premier tiers de mon exposé, là, je vais bouleverser toutes vos catégories, tous vos concepts, tous vos a priori sur ce qu'on appelle la raison, et ce qu'on appelle la science, les fondamentaux, la rationalité, etc. Et donc, comme je vais vous parler de choses qui vont aller très loin, donc on va démarrer fort, hein, on va démarrer fort. Donc on va remettre en question totalement de suite là. Normalement c'est un truc qui pourrait faire l'objet d'une conférence entière, mais on va remettre en question de suite la notion de la réalité, de manière tout à fait rationnelle, bien entendu. Donc, la réalité n'est pas ce que l'on perçoit. Ça, c'est quelque chose, il vous faudra des années avant d'en tirer les conséquences dans votre vie quotidienne, parce que vous n'arriverez pas à le croire, pourtant c'est scientifique. Tout d'abord, alors, j'ai donné une liste de bugs, une liste de bugs dans le fonctionnement de la réalité. Tout d'abord, l'espace est pixelisé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pendant des centaines d'années, même des milliers d'années, on a cru qu'on pouvait toujours trouver toujours plus petit, et on a toujours eu l'impression qu'on pouvait diminuer les distances, qu'on pouvait toujours diviser un segment jusqu'à l'infiniment petit. Et en fait, ça c'est faux. On s'est aperçu que c'était faux et que la réalité est pixelisée, c'est-à-dire en dessous d'une certaine grandeur, d'une certaine distance qu'on appelle la longueur de Planck, qui fait 0,3501 mètres, la distance n'a plus de sens. C'est comme sur les pixels sur votre écran de télévision, hein, c'est-à-dire que la réalité devient, l'espace devient un pixel et il n'y a plus d'informations en dessous de cette taille. Alors, autre bug, l'espace est déformable. Alors bon, on est habitué, on en parle même à l'école, l'espace est déformable, la théorie de la relativité générale qui nous a appris que la matière pouvait déformer l'espace, à tel point que par exemple certains ensembles très très volumineux peuvent même dévier les rayons lumineux, ce qui fait apparaître des mirages gravitationnels. Bon, donc ça, on a l'impression que c'est pour les matheux, sauf que c'est vrai que l'espace est déformable, et pour vous aider à mieux comprendre ça, forcément, quand vous imaginez que l'espace est déformable, vous faites une image dans votre tête d'un vrai espace qui n'est pas déformé, au-dessus duquel vous visualisez un espace qui est déformé. Eh bien non, le vrai espace qui n'est pas déformé, il n'existe pas. Ça veut dire que la réalité telle qu'on la conçoit, elle n'existe pas. Le fait qu'on ait affaire à un espace déformable est un énorme bug de la réalité. En plus de ça, non seulement il est déformable, mais il est plein de trous. C'est-à-dire qu'il peut imaginer quelque chose de complètement plat, donc l'univers c'est un volume, imaginez que l'univers soit complètement plat, que donc ce soit comme une feuille de papier, et bien l'univers peut faire ça. Je parle de la géométrie de l'univers. Hein. La géométrie de l'univers, elle est élastique. Hein. On peut la manipuler un peu comme on veut, et on peut même brancher notre réalité sur éventuellement une autre réalité ou sur elle-même. Si on broche notre réalité sur elle-même en tordant l'élastique que constitue l'espace, on peut même arriver ainsi à envisager des voyages dans le temps, aussi bien dans le futur que dans le passé. Je suis en train de vous parler de choses très sérieuses. Hein. Voilà. On peut aussi envisager, presque plus sérieusement, la possibilité de connecter une réalité à une autre réalité. Ce ne serait pas un autre univers, parce que ce n'est pas la même notion que les univers parallèles, ce serait plutôt des réalités parallèles qui sont dans le même univers. Voilà, simplement on ne verrait pas les autres, parce que nous on est branchés sur une certaine information
du vide, et peut-être que d'autres existences pourraient être branchées sur une autre information avec une autre réalité. Quatrième bug, la matière est une illusion. On a vraiment découvert en physique que la matière était une illusion, c'est-à-dire que plus on cherche à comprendre ce que sont les particules, et plus on s'aperçoit que ce sont des vibrations matérielles, des vibrations de l'espace lui-même, des vibrations de l'espace, c'est-à-dire que cet espace élastique, imaginez qu'il ait certaines vibrations très complexes, et ben, il y a certaines vibrations très complexes qui sont stationnaires et qui forment la matière. Cinquième bug de la réalité, on comprend qu'il y a la matière et qu'il y a normalement le vide. Hein. Je ne vous parle pas de... Ici, tout le monde sait qu'il y a de l'air, donc ce n'est pas du vide. Je vous parle de l'espace intersidéral. C'est bien le vide. Eh bien non, c'est plein d'énergie, c'est plein d'informations. Et ça contient une quantité astronomique d'informations. Ça contient infiniment plus d'informations que l'information que nous, on perçoit. C'est quand même très étrange. Et tout ça, c'est 100% authentique, hein. Ce n'est pas du Philippe Guillemant qui sort du champ de la physique. Et encore un sixième bug de la réalité. Aujourd'hui, il y a un accord commun chez tous les physiciens, la plupart des physiciens qui ont étudié le problème du temps, c'est que le temps n'existe pas, c'est-à-dire que tout se passe comme si nous voyageons dans une vidéo. Tout se passe comme si... c'est-à-dire que notre futur est déjà là, notre passé est encore là, et ce qu'on appelle le temps, c'est simplement une illusion qui est due au fait qu'on se déplace dans une quatrième dimension qui est spatiale. C'est-à-dire que le temps, c'est de l'espace. Et alors là, on est moins sûr. Là, les 6 premiers trucs que je vous ai dit, c'est du sûr et certain. Hein, consensus complet de la communauté scientifique des physiciens là-dessus. Après, y aurait-il plein d'autres tournages dans des réalités parallèles? Ça, on ne sait pas. Mais disons que c'est quelque chose qui est envisagé, là aussi, très sérieusement. Et à partir de là, la question est de savoir si nous sommes des figurants ou des acteurs. Si nous sommes des figurants, c'est le matérialisme. Si nous sommes des acteurs, là, il peut peut-être y avoir une loi d'attraction qui serait fondée sur un libre arbitre soumis à des règles. Voilà. Donc, vous avez dû voir le film Matrix. Alors, tout ce que je vous dis, ça vous fait certainement penser au film Matrix. Alors, le film Matrix est très juste de ce point de vue-là, sauf une chose, c'est que le film Matrix, donc, il montre que la réalité est comme une simulation, mais à l'extérieur de laquelle se trouve une autre réalité. Et ça, c'est pas vrai, parce qu'on peut continuer comme ça, ad vitam aeternam. Hein. Il n'y a pas une réalité qui serait comme un film dans lequel on serait projeté, qui se trouve à l'intérieur d'une autre réalité qui, elle, serait encore plus vraie que la nôtre, ou disons comme ici, aussi matérielle. Non, parce que sinon on n'en finit pas d'imbriquer les réalités les unes dans les autres. Bien que ce n'est pas complètement absurde. Non, il y a une réalité matérielle qui est plongée à l'intérieur d'une réalité immatérielle, ou disons d'un champ d'information. Donc, par contre, le potentiel du film Matrix, le film Matrix pose des questions philosophiques qui sont quand même très intéressantes. Notamment lorsque, comment il s'appelle, Morpheus dit à Neo que le monde est une prison pour l'esprit, je pense qu'il touche à 99% à la réalité. Alors, bon, je vais passer vite là-dessus, j'aime bien présenter ce que j'appelle le parc de la pensée dans chacune de mes conférences. Bon, je vais passer vite là-dessus. Alors, quand je dis le parc de la pensée va s'effondrer, je veux dire que le paradigme matérialiste dans lequel nous trouvons plongés de par la manière dont fonctionne la société et de par notre éducation, etc., qui conduit à construire une société qui devient de plus en plus aliénante, tout ça, ça vient de ce qu'on pense de travers. Voilà, ça vient de ce qu'on pense de travers, c'est-à-dire qu'on se croit très intelligent, on se croit très rationnel, on se croit... Enfin, et en fait, pas du tout, parce qu'on a cette pensée, donc cette pensée
qu'on apprend partout, hein, à l'école, pour commencer, à l'université. Elle est fondée sur 4 choses fondamentales. Donc l'idée que la conscience est le produit du cerveau, donc c'est le matérialisme, donc ça c'est faux. L'idée que la réalité se construit de manière unique et de façon déterministe, de manière mécanique. C'est-à-dire que l'univers est mécanique, ce qui est vrai, mais pas seulement ça. C'est-à-dire connaissant le passé, le futur s'en déduit de manière impeccable, automatiquement, et une seule version de la réalité. Donc sinon la mécanique ne fonctionnerait pas. Hein, sinon, voilà. Bon, ben, le déterminisme, ça c'est faux, ça a été largement faussé par 2 résultats fondamentaux de la physique moderne. On parle souvent du quantique, ce que j'appelle la faille quantique. On oublie souvent la faille du chaos. Bon, donc tout ça c'est faux. Et on pense que tout ce qu'on ne peut pas expliquer est dû à notre ignorance des causes. Et dans ce cas-là, on parle du hasard, ou alors on pense que chez les physiciens qu'il existe un hasard fondamental qu'on appelle Dieu qui joue au dé. Bon, ben ça c'est faux. Et on pense que la causalité est à sens unique, c'est-à-dire qu'il existe une flèche du temps, hein, qui fait que il ne peut y avoir que le temps ne peut se dérouler que dans un seul sens. Et ça c'est probablement faux également. Je dis probablement parce que les 3 autres c'est certain, ou quasi certain. La causalité, je respecte le point de vue mainstream qui est de vouloir absolument maintenir la causalité, mais personnellement, dans la théorie que je défends, la causalité fonctionne dans les 2 sens du temps. Alors, ce territoire que j'appelle territoire de la pensée, dans lequel se trouve le parc de la pensée, qui est une espèce de plateau, on peut s'en échapper par différents endroits. Bon, je vais pas les préciser, mais là, il y a un endroit auquel on va s'intéresser en particulier, c'est ceux qui s'échappent du parc de la pensée en descendant dans la faille quantique. Ou alors en descendant vers la décharge du hasard, et ceux qui tombent dans le gouffre de l'illusion. Donc ils se retrouvent tous dans une espèce de vallée profonde, coincée entre la montagne noire et la falaise du déterminisme, etc. Et tout ça mène à la mer. Et à la mer, il y a quoi? Eh ben, il y a des petits bateaux, il y a des gros bateaux, des petits bateaux, des chalutiers. Et donc, voilà, les petits bateaux emmènent les gens en bateau, les gros chalutiers, carrément, ils prennent des bouts de grands filets. Et tous ces gens-là, donc, ces gens qui s'intéressent non seulement à l'ésotérisme, mais qui veulent apprendre, qui veulent qu'on leur apprenne, qui veulent apprendre la découverte de soi-même, qui veulent apprendre plein de choses intéressantes, eh ben, ils se retrouvent donc à prendre la mer et à aller dans des îles que je ne connais pas. Je ne vous en parlerai pas, je ne connais pas, ne me posez pas de questions sur ce qu'on fait dans ces îles-là. Moi, pour ce qui me concerne, je considère que pour comprendre ce que cherchent les gens qui se retrouvent dans cette vallée, il faut monter, il faut grimper, il faut aller vers ce que j'appelle le col de l'ange. Voilà. Mais bon, je vais en rester là. On a assez parlé pendant mes précédentes conférences. Donc là, voilà. Donc là, j'ai remis en question quelques idées sur la réalité, enfin beaucoup d'idées sur la réalité et pas mal d'idées sur la raison, ce qu'on croit être la raison, la rationalité, etc. Donc tout est par terre, hein, là. On est d'accord? Si j'ai pas réussi à mettre tout. Bon, maintenant on va y aller mollo. On va commencer par... Parce que tout part du temps. Le changement de paradigme qu'il y a actuellement dans notre société, beaucoup de gens ont l'air de témoigner de cette réalité, provient en fait essentiellement du renversement de notre conception du temps. Alors, notre conception du temps, on peut déjà se faire une idée de l'altération du temps, du fait que nous avons du temps un mauvais point de vue. Par exemple, bon, lorsque nous dormons, si nous avons passé une très bonne nuit de sommeil, eh ben on a l'impression, quand on se réveille, qu'on venait de se coucher il y a 3 minutes. Ça vous est déjà arrivé. Moi, ça ne m'arrive plus, c'est dommage, mais j'aimais bien quand j'étais gamin, ça m'arrivait, j'étais très content. Il y a l'exemple de ce qu'on appelle l'état de zone ou de flow, qui est l'extase des sportifs, lorsque les sportifs sont très très bien
d'entraîner et qu'ils arrivent à un top niveau, il arrive à un moment où ils se retrouvent dans une situation où ils ont l'impression qu'ils font les gestes parfaits, mais d'une manière impressionnante, et ils ont souvent une sensation de ralenti, comme s'ils devenaient des observateurs, et comme si ce ralenti leur permettait justement de faire des gestes les plus impeccables qui soient. Alors on retrouve donc ça c'est l'inverse, donc la sensation de ralenti. On retrouve la notion de chamboulement de notre conception du temps dans les expériences de mort imminente. On retrouve exactement la même chose dans le chamanisme, et on retrouve aussi ces sensations dans certains états de conscience modifiés. Donc ça c'était pour donner un... Voilà. Et bien en physique, on va beaucoup plus loin que ça. En physique, on a découvert carrément que le temps n'existe pas à cause de quatre choses. D'abord, il est tout à fait possible d'aller voyager dans le futur. Simplement, on n'a pas encore la technologie. Lorsqu'on aura la technologie pour voyager dans le futur, il suffira de prendre un vaisseau et de s'approcher à une vitesse proche de la lumière et de revenir sur Terre. Et on aura pu parcourir 1000 ans, alors que sur Terre, il s'est passé... non, pardon, on aura pu voyager pendant 1 an seulement, alors que sur Terre, il s'est écoulé 1000 ans. Donc ça, c'est le paradoxe des jumeaux de Langevin. Et ça, c'est réel et c'est totalement confirmé, puisque la technologie issue des équations qui disent ça, c'est la technologie de nos GPS. Nos GPS ne seraient pas précis à quelques mètres près si ce n'était pas vrai. Hein, ils seraient précis qu'à 15 ou 20 mètres près. Autre chose, l'impossibilité de dater un événement qui est également vérifié par les horloges atomiques, c'est-à-dire que si quelqu'un se trouve sur une trajectoire de vie, sur une ligne temporelle, et que vous prenez quelqu'un d'autre sur une autre ligne temporelle, une autre trajectoire de vie, la première personne sera incapable de dire, si elle voit telle autre personne, ah ben voilà, j'ai vu telle autre personne à telle date. Non, parce que lui ne sera pas d'accord. Impossibilité de se mettre d'accord sur les dates des événements. Ça, c'est quelque chose de vérifié. Alors bien entendu, à notre échelle, ce sont des effets infimes, mais à l'échelle, si vous prenez des repères qui se déplacent l'un par rapport à l'autre à des vitesses proches de celles de la lumière, ou simplement, même s'ils sont relativement fixes les uns par rapport à l'autre, mais qui sont très éloignés, ça a pour conséquence l'impossibilité de se mettre d'accord sur une date. Donc ça, c'est vérifié techniquement. Alors au niveau théorique, on a deux autres choses très importantes. C'est les solutions mathématiques de l'équation d'Einstein nous permettent clairement non seulement de faire des voyages dans le futur, mais aussi de faire des voyages dans le passé. Et c'est tellement vrai que les physiciens sont obligés d'inventer ou d'essayer de réfléchir à quel système de protection chronologique l'univers pourrait faire appel pour empêcher le paradoxe du grand-père. C'est-à-dire que si on retourne dans le passé, il y a un problème, vous pouvez tuer votre grand-père, donc vous n'existez pas. Les physiciens se torturent les méninges pour essayer de résoudre ce problème-là. Bon, je ne vais pas vous parler des différentes solutions qui ont été proposées, mais c'est un problème très sérieux en physique. C'est très sérieux. Et alors, jusqu'à un certain temps, jusqu'à relativement récemment, les physiciens quantiques n'étaient pas d'accord avec les physiciens relativistes. Vous savez que la physique est coupée en deux camps, pas vraiment des camps, mais disons que il y a les physiciens de, on va dire, l'infiniment grand et puis les physiciens de l'infiniment petit. Jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, les physiciens quantiques n'étaient pas d'accord avec les physiciens relativistes et ils disaient mais non, c'est des conneries, ces histoires de temps qui n'existent pas, etc. Et bien maintenant, maintenant les physiciens quantiques s'y mettent parce qu'ils ont réussi à faire des expériences à la fois théoriques, c'est sûr, et même expérimentales, c'est partiel, qui montrent que des événements du futur peuvent être intriqués avec des événements du passé ou même du présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désolidariser ce qui se passe dans le futur de ce qui se passe dans le passé, et la physique quantique elle-même nous montre que tout se passe comme si, au niveau quantique, certains événements avaient lieu simultanément dans le futur et dans le passé. Donc ça secoue. Et donc aujourd'hui,
les physiciens sont quasiment d'accord pour dire que l'idée du présentisme, qui consiste à dire le futur n'existe pas encore et le passé n'existe plus, elle est fausse, que par contre, il devient clair que le futur est déjà là et le passé est encore là. Voilà. Et donc ça pose quand même un énorme problème avec la physique quantique. Et heureusement, parce que là où ça coince, c'est que Heisenberg a découvert, il y a très longtemps, siècle dernier, et ça a été vérifié il y a 30 ans, d'abord en France. On n'en a parlé que quand les Américains l'ont vérifié, donc c'est pour ça que ça a tardé à faire du remue-ménage. Mais bon, moi j'ai démarré ma carrière au moment de la découverte de l'indéterminisme, ce qui a joué sur le fait que je suis là d'ailleurs à faire des conférences. Donc l'indéterminisme, c'est quoi? C'est de dire que la mécanique n'a pas les moyens de définir au niveau de l'infiniment petit dans quelle direction vont aller certains événements. Et donc on dit tout arrive simultanément, c'est-à-dire que toutes les particules sont à des endroits en même temps, enfin, on parle d'états superposés, etc., etc. Je ne vais pas vous embêter avec la physique quantique. Disons qu'ici, on va revenir, parce que sinon ça durerait trop longtemps, on va revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire que l'indéterminisme permet de résoudre, nous donne un espoir, parce que si notre futur est déjà là, on a un sacré problème. On est d'accord. Voilà. Et s'il y a de l'indéterminisme, on sent que ça devrait être un moyen de le résoudre. Vous voyez? Bon. Voilà. Bon. Alors, avant de justement envisager, parce que là ça va très loin, hein, donc là je vais vous refaire voler encore plus haut là, mais on va quand même faire le point sur ce que disent les physiciens actuellement, alors, et aussi de grands génies du siècle précédent sur le temps. C'est très important parce que heureusement qu'ils sont là pour dire ça, parce que sinon vous auriez l'impression que je vous raconte n'importe quoi. Bon. Donc Einstein disait au siècle dernier, la séparation entre le passé, le présent et le futur est une illusion. Bon, j'ai raccourci les citations. Nietzsche disait, c'est notre avenir qui détermine notre présent. Le futur l'influence autant que le passé. Ça va? Bon, vous êtes peut-être déjà un peu habitué à cette idée. Étienne Klein. Donc là, je vous parle de tous les physiciens qui écrivent des livres sur le temps. C'est principalement des francophones. Les anglo-saxons sont un peu moins sensibilisés. Il y en a qui écrivent des bouquins sur le temps, mais les Français sont en avance sur cette question. Donc Étienne Klein nous dit, le futur existe déjà, c'est une authentique réalité, mais pas complètement configurée. Attention. Thibaut Damour nous dit, le futur est déjà là, et le temps est fondamentalement réversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Marc Lachiaiseray dit, le temps n'existe pas, et la causalité est indépendante du temps. Ben, c'est quoi ce bordel? Parce que la causalité est indépendante du temps, on croyait que le temps avait à faire avec quelque chose dans le fait que les causes venaient avant les effets. Ah ben non, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de mécanique, ça n'a rien à voir avec le temps, c'est bizarre. Donc Carlo Rovelli nous dit le temps n'existe pas, la réalité n'évolue pas dans le temps, mais d'une autre façon. Mais c'est quoi ce... Et je vous assure que c'est un énorme casse-tête. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Normalement, ça ne veut rien dire. Parce que quelque chose qui évolue, que ce soit d'une autre façon ou pas, il faut bien qu'il y ait un temps qui permette d'évoluer. Donc rien ne peut évoluer si le temps n'existe pas. Donc c'est quand même bizarre. Alain Kohn, le plus brillant mathématicien du monde, enfin c'est un peu la réputation qu'on lui fait, lui il va loin, mais attention, il l'écrit dans un roman, hein, parce que il l'écrit dans un roman parce qu'il n'arrive pas à dire le passé pourrait être instable, il pourrait changer, il pourrait être altéré. Là, on a tout vu, là. Et Antoine Suarez dit, qui est un grand physicien suisse, dit « La physique a besoin d'une coordination immatérielle, insensible à l'espace et au temps. » C'est-à-dire que la physique a besoin d'informations extérieures à l'espace-temps. Bon, ça va?
Comme ça, vous aurez moins l'impression que je raconte des histoires. Alors, ce qui fait que, franchement, la physique aujourd'hui, elle est en crise, et c'est pas la physique qui est en crise, parce que la physique, c'est vraiment la meilleure des sciences du monde, c'est fantastique. Enfin, vraiment, la physique, c'est extraordinaire aujourd'hui de pouvoir être physicien et d'étudier ça. Ce qui fait que la physique semble être en crise, mais c'est pas une crise, on est au seuil de découverte majeure. C'est que pour résoudre ces problèmes-là, les problèmes qui font qu'on en arrive à avoir ce genre de... Voilà, mais surtout le problème, le futur déjà là, on invente deux solutions extrêmes qui sont épouvantables. C'est encore pire que l'ésotérisme. Alors, les solutions extrêmes, première solution, c'est l'espace-temps, et puisque le futur existe déjà, l'espace-temps est gelé de toute éternité. Si le futur existe déjà et que le passé est encore là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes né, on ne sait pas comment, votre vie existe déjà. Votre vie existait déjà. Et après votre mort, votre vie existera encore. Et c'est vrai ça. Mais les physiciens, ils ne vont pas vous le dire. Parce que les physiciens, ils ont l'habitude de ne pas dire des choses pareilles, ils ne peuvent pas s'exprimer sur ce terrain-là. Il faut qu'il y en ait qui se dévouent, comme moi, pour tirer les conséquences. Les conséquences de la théorie de l'univers bloc, qui est la théorie la mieux vérifiée en science à l'heure actuelle, la première des conséquences, c'est que avant ma vie, Philippe Guillemant existait déjà, et après ma vie, il existera encore. Et pareil pour vous, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors je ne sais pas si c'est moi qui vais être à nouveau, parce qu'il faut se les poser ces questions, mais vous allez voir où ça mène. Donc, je vais mourir, est-ce que c'est moi qui existerai encore, qui renaîtrai dans ma vie, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, que je ne sentirai donc pas, parce que moi je serai définitivement mort, qui renaîtra dans ma vie? Est-ce que moi j'irai visiter une autre vie, qui ad vitam aeternam ne va jamais changer? Est-ce qu'on est juste des touristes de l'espace-temps qui s'amusons à visiter nos vies les uns des autres, etc., sans que ça change jamais rien? Voilà, ça c'est le premier bug. Ça c'est le bug facile à comprendre pour vous. Un autre bug de ce truc-là, c'est que si on pense qu'il n'y a qu'une seule réalité, qu'un seul univers bloc, cette réalité, pour qu'elle arrive à nous créer, il y a une probabilité infime, il y a une probabilité insupportablement infinie. Il faut un réglage ultra fin des constantes de l'univers pour y arriver. C'est la chance pour qu'un archer arrive à atteindre une cible de 1 cm de largeur à 14 milliards d'années de lumière. D'accord? Ça, c'est la chance pour que notre univers existe et qu'il fasse qu'on est là. Alors, évidemment, devant ce problème-là, les physiciens ont inventé la théorie des univers parallèles, et la théorie des univers parallèles, elle est très à la mode, et elle est crue par une très grande majorité de physiciens aujourd'hui. En France, ils n'aiment pas trop. Je pense qu'ils pressentent d'autres solutions possibles. Univers parallèles, et ils ont raison. Mais aux États-Unis, ça c'est hyper à la mode. Il y a plein de films d'ailleurs qui sont basés là-dessus. Brian Greene, il a fait un super reportage très joli. Bon, je vous passe les 4 types d'univers parallèles qu'ils inventent et qui sont complètement, mais vraiment, fantasmagoriques. Bon, le problème principal des univers parallèles, moi je veux bien, mais il y en a une infinité. Et ça veut dire que... Alors, il y en a 2 types quand même. Il y a les univers parallèles qu'on crée lorsqu'on change les constantes de la physique, et il y a les univers parallèles qu'on crée sans changer les constantes de la physique, on crée toutes nos vies possibles. Parce que, à cause de l'indéterminisme, j'ai moi-même une myriade de vies possibles. Et donc, il existerait une myriade de Philippe Guillemant, tout comme il existerait une myriade de Ludovic, de Nathalie, de Laurence, tout aussi conscients les uns que les autres. Et vraiment, la vie de Philippe Guillemant ce serait, voilà,
touché la tête, et il y en aurait un où il ne serait pas touché la tête. Seulement, là, pendant 2 secondes, il faudrait créer un univers rien que pour ça. D'accord? Parce que les deux existent, forcément, c'est possible. Voilà. Il suffit de tirer au sort avec un générateur de nombres aléatoires pour évacuer l'argument qui consiste à dire non, mais ce geste était déterminé. Non, il aurait très bien pu être effectué avec un hasard fondamental. Donc la théorie des univers parallèles, elle est encore plus insupportable que la théorie d'un seul univers où se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe après ma mort, qui est-ce qui revient, est-ce que c'est moi qui reviens dans ma vie, oui mais si c'est pour rien changer, ça ne m'intéresse pas, enfin bon. D'accord? Donc voilà la crise de la physique actuelle. Et voilà la raison pour laquelle moi j'ai dit non mais il faut arrêter les conneries là, et il faut essayer de se torturer les méninges. D'ailleurs Étienne Klein le dit lui aussi, il faut se torturer les méninges pour essayer de résoudre ce problème. Alors la solution dont je vais vous parler, non pas les univers parallèles, mais les réalités parallèles évolutives. C'est-à-dire que dans notre univers, il y a bel et bien toutes les possibilités de vie que nous pourrions avoir, mais elles ne sont pas nécessairement vécues, d'accord? Et notre conscience intervient dans la sélection de l'univers, du collectif, elle intervient dans la sélection collective, parce que c'est collectif, de l'univers dans lequel nous vivons. Et il est probable que d'autres consciences créent d'autres réalités dans notre univers. Et j'ai remarqué dans le très bon livre récemment sorti de Marc Lachesseray qui s'appelle Voyager dans le temps, qu'il donne une référence, il n'en parle pas beaucoup parce que lui il est déterministe, il ne croit pas à ça, à un grand physicien qui travaille avec Stephen Hawking, George Ellis, qui aimait la théorie que l'espace-temps lui-même pourrait évoluer, c'est-à-dire que le passé et le futur existeraient déjà, d'accord, mais pourraient évoluer ensemble, simultanément. Bon, donc c'est pas des bêtises, et c'est à mon avis la seule solution. Et pour y arriver à faire ça, pour arriver à faire évoluer l'espace-temps de manière à sortir de cette épouvante, il faut absolument introduire des informations de l'extérieur de l'espace-temps. Or, la physique, à travers Antoine Suarez, en bas à droite, nous a démontré qu'on a absolument besoin d'informations issues de l'extérieur de l'espace-temps. Et mes propres travaux, durant ma carrière j'ai appris, j'ai compris, et sur lequel j'ai décidé de publier là-dessus, et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La roue du temps, etc., etc., etc. Tout ça, c'est basé sur le fait que j'ai découvert par moi-même que c'est pas seulement en mécanique quantique, mais aussi en mécanique classique. Hein, quand on fait la mécanique du billard, par exemple, eh ben, on s'aperçoit qu'on a absolument besoin d'informations extérieures à l'espace-temps pour pouvoir faire les calculs de billard. Hein. C'est-à-dire que la mécanique classique cesse de fonctionner à partir d'un certain nombre de chocs. Voilà. Je vous le dis rapidement, on ne va pas rentrer là-dessus parce que c'est un peu casse-tête. Je travaillais avec jusqu'à 4000 boules, et puis après j'ai fait en faisant tous les calculs, hein, parce que les physiciens ils font pas ça, ils font des calculs statistiques. Et pour faire tous les calculs, je vous dis pas les algorithmes qu'il faut pondre et les ordinateurs qu'il faut utiliser, mais enfin bon. J'ai montré que si le nombre de boules est élevé, suffisamment élevé, la mécanique consomme plus d'informations qu'elle n'en calcule. C'est complètement aberrant pour un mécanicien. En plus, pour fonctionner, la mécanique classique aurait besoin d'une quantité infinie d'informations dans un volume fini, ce qui est totalement aberrant là également, d'autant plus qu'il y a des expériences qui montrent aujourd'hui que notre réalité, elle est finie en termes d'information. L'information, c'est quelque chose qui est lié à l'énergie, c'est une grandeur physique quantifiée. Et on ne peut pas avoir une infinité d'informations dans une zone de l'espace de la même manière qu'on ne peut pas avoir une masse infinie, etc., etc. Et alors, le fait d'oublier que de l'information rentre dans l'espace-temps, peut rentrer dans l'espace-temps, ça aboutit à des théories épouvantables comme le darwinisme, par exemple. Le darwinisme, ça consiste à dire c'est le hasard, Dieu qui joue au jeu et qui fait qu'il y a les mutations qui font qu'on attend suffisamment de temps et puis ça fait apparaître tel être vivant. En fait, c'est complètement ridicule, parce que quand on est vraiment mécanicien, on sait que le hasard ne peut engendrer que du désordre, parce qu'il y a une augmentation systématique de l'entropie, et c'est tout à fait contraire à la vie. Et la vie autour de nous nous montre qu'il y a quelque chose
qui fait que l'ordre augmente dans notre univers. L'ordre augmente dans notre... Mais simplement, les biologistes, les physiciens se cachent les yeux parce qu'à cause de paradigmes matérialistes qui les empêchent de voir les choses en face clairement. Je vous assure que le darwinisme est mort. C'est terminé. Aujourd'hui, il faut regarder les choses en face et puis on voit bien, on ne peut plus dire s'il y a beaucoup d'ordre sur la Terre, c'est parce qu'il y a du désordre ailleurs. Ça, c'est l'argument massu, mais ça ne marche plus parce qu'on a vu que maintenant, il y a plein d'exoplanètes et qu'il y a plein de vies plein de planètes sur lesquelles il pourrait y avoir exactement la même vie ou enfin différentes formes de vie. Il y a du désordre nulle part dans l'univers. Donc tout ça, c'est des arguments fallacieux. Et Jacques Vallée, qui s'était intéressé à une de mes conférences et qui a apprécié ma théorie, m'a beaucoup soutenu sur ce qu'il appelle la physique de l'information et donc ma théorie parce que le fait de justement proposer un moyen d'introduire les informations dans l'univers comme je le fais et qui, vous allez le voir, explique, bouleverse le temps à travers le phénomène de rétrocausalité et permet d'expliquer le phénomène de synchronicité, c'est quelque chose qui, lui, dans ses expériences, a découvert et il a voulu approuver à fond donc, mon livre et le fait que, à son avis, la physique va travailler sur la rétrocausalité à l'avenir pour expliquer tout un tas de phénomènes qui vont de la parapsychologie aux artefacts divers et variés, le phénomène OVNI, etc., etc. Et Dieu sait que lui, c'est un expert de ces questions-là. Alors, donc, comment faire pour introduire ces informations correctement de manière à faire évoluer nos vies, puisqu'il s'agit de ça? Alors, l'ancienne conception du temps, à gauche, c'est de dire que quoi qu'on fasse, même si on revient dans notre même vie, on fait exactement la même chose. Donc on a une ligne temporelle et on avance dans le temps. Cette ligne ne change pas, c'est le destin. Le destin, on ne peut rien y changer. L'autre conception du temps que je propose, ça consiste à dire que au temps T1, notre ligne a la même forme qu'à gauche, mais déjà au temps T2, tiens, il s'est passé quelque chose dans le futur, ça a bougé. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pris une décision d'aller faire un tour, voir un ami dans une semaine, ce que normalement j'aurais pas dû faire. On va dire que si c'est vraiment une décision de libre arbitre, alors ça a bougé ma ligne, mais le reste du temps j'ai fait la même chose. Et puis à force d'aller voir cet ami, tiens, du coup j'ai changé mon programme pour les vacances dans 3 mois, et ça m'a fait réfléchir sur ce que j'allais faire ensuite. Et après, à force de recommencer, de changer un peu mes habitudes, et paf, finalement, ça a fait complètement basculer ma vie. C'est-à-dire que, en fait, ma vie, à un moment donné, elle allait à gauche, et puis à force de faire des petites choses, à récupérer des informations à droite, à gauche, et des choses qui ne sont pas totalement mécaniques, notre comportement n'est pas totalement mécanique, et bien finalement, ma vie n'est plus du tout ce qu'elle était. Et il faut quand même remarquer quelque chose là-dedans, c'est qu'il y a quand même une résistance du futur, c'est-à-dire qu'il faut avoir une sacrée volonté pour ne pas aller vers le futur vers lequel on est prédestiné. Mais c'est possible. Et on peut introduire ce que j'appellerais ce nouveau temps, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, bon sang, mais alors si l'univers continue d'évoluer, il faut bien un temps. Oui, il y a un deuxième temps. Mais il faut supprimer le premier. Il faut remplacer le faux temps par le vrai temps. Ce vrai temps, c'est ce qu'on appelle l'éternel présent. Tout est dans le présent. Il existe un seul temps, il existe bien celui-là, on ne va pas le retirer. Ça s'appelle l'éternel présent. Et cet éternel présent, c'est un temps perpendiculaire au premier. C'est un temps qui nous permet de ne pas suivre la même ligne que celle qu'on aurait qui n'est plus un temps, mais de l'espace. C'est-à-dire que ce qui vous arrive quand vous allez du présent vers le futur, c'est un voyage, c'est un déplacement dans la 4e dimension d'espace. Mais il existe bien un vrai temps qui vous permet de changer vos lignes temporelles de place dans le futur. Tout ce que vous faites existe déjà sous la forme de probabilité et sous la forme d'une ligne qui est bel et bien tracée, qui est bel et bien informée, qui baigne dans un champ de probabilité qui lui paraît vide alors qu'il contient plein de probabilités. Et ce que vous avez simplement fait, c'est déplacer votre ligne
en excitant le vide, on va venir là-dessus, ce qui a provoqué un déplacement de votre ligne temporelle. Et donc ça, c'est ce que... Et donc vous avez remarqué que quand on fait ça, on crée des situations dans le futur, on les crée dans le présent, vers lesquelles on va être obligé d'aller. Et donc ça veut dire que le futur a forcément une influence sur le présent. D'où la théorie de la double causalité. Donc on peut voir les choses de deux manières. Vous avez vu que tout à l'heure, là j'avais commencé à construire un arbre, c'est-à-dire qu'en vous donnant la vision dynamique de tous les futurs que vous construisez en avançant dans le faux temps, finalement ça construit une espèce d'arbre. Et en fait, comme là, si on le regarde de manière statique à droite, cet arbre, j'ai représenté en teinté plus sombre les zones de forte densité d'information. Là, j'ai oublié de rajouter une ligne dessus qui aurait été la ligne qu'on aurait suivie. Et les zones de faible densité d'information, c'est les zones où, par contre, là, il n'y a aucune possibilité que vous avez créée qui est passée par là. Voilà. Et à gauche, c'est la représentation donc dynamique, c'est-à-dire à un moment donné, quel est votre parcours, quel est le parcours que vous allez faire si vous ne changez rien. Tout se passe comme si nous vivions à l'intérieur d'un tunnel invisible qui guide tous nos pas, tout ce qu'on fait dans la vie. On ne le voit pas, mais il existe. Et qu'on ne voit que le présent, comme si on avait une lampe de poche qui nous permettait de voir que le présent et pas l'avenir. Et tout se passe comme si ce tunnel, on arrivait à le bouger à l'aide de nos intentions. Alors ça paraît complètement incroyable, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début de mon exposé, que la réalité n'existe pas telle qu'on l'aperçoit. Si la réalité n'existe pas en dur, ça c'est une construction du cerveau, la sensation de dureté. Si elle n'existe pas en dur, ça veut dire que c'est simplement un champ d'information. Et c'est un champ d'information qui est nécessairement relié à notre cerveau d'une manière ou d'une autre. Souvenez-vous de Matrix. C'est un champ d'information qui est relié d'une manière ou d'une autre à notre cerveau et dans lequel nos intentions semblent être capables d'apporter des informations. On va voir qu'il s'agira d'excitation du vide, mais là, maintenant, on va passer la seconde vitesse. Bon.